Tout le monde m'entend bien? Parfait. Donc, on va commencer notre webconférence. Donc, il est pile 30. On va donner peut-être 1 ou 2 minutes aux personnes qui veulent nous rejoindre. Voilà. Donc, on va parler aujourd'hui pendant 45 minutes ensemble de votre image en ligne. L'idée, c'est vraiment de vous donner des trucs, des astuces pour mieux gérer cette image en ligne. OK. On va aborder différents sujets. Évidemment, remettre un peu en contexte. Et avoir donc savoir un peu de quoi on parle quand on parle d'e-réputation, qu'est-ce que ça veut dire. Et puis voir quelles sont les actions qu'on peut mener pour savoir ce qui se dit en ligne, réagir lorsqu'il y a des contenus négatifs et construire une e-réputation en béton. Bonjour à tous. Alors, l'e-réputation, c'est quoi? C'est pas compliqué, c'est tout simplement tout ce qui ressort sur vous en ligne. Et là, la bonne mauvaise nouvelle, c'est que il y a évidemment des choses que vous postez vous choisissez volontairement de mettre en ligne hein, sur vous, et puis plein de choses que vous n'allez pas choisir et qui vont être en ligne malgré vous d'une certaine façon sur les blogs, sur des sites, sur les réseaux sociaux, même dans des PDF, hein, et qui vont ressortir lorsque les gens vont chercher votre nom. Alors, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que pourquoi c'est important. Bonjour à tous. Pourquoi ça va être important cette e-réputation et pourquoi ça dépasse largement le cadre des personnes ou des entreprises qui sont vraiment sur le digital, qui vendent en ligne, etc. Pourquoi tout le monde va être concerné? C'est qu'aujourd'hui, chaque minute, il y a 4 milliards de recherches sur Google. Oui, 4 milliards. Et on va encore le faire ensemble. Donc globalement, c'est Internet qui est de plus en plus consulté quand il s'agit d'obtenir des informations. Le chiffre que j'aime bien, et certains d'entre vous le connaissent, hein, c'est de dire qu'une personne sur 4 a déjà, alors qu'elle était dans un magasin, consulté depuis son téléphone portable, fait des recherches pour trouver des produits, regarder des prix, regarder des avis, alors qu'elle était dans le magasin, dans la salle d'attente ou dans la cabine en train d'essayer sa combinaison de ski et de se dire ah, tiens, est-ce que je peux pas l'acheter moins cher ailleurs. Donc globalement, ce qui va ressortir, on va rechercher et cette recherche, elle va venir s'intégrer dans tous les processus d'achat, que ce soit de venir dans votre restaurant, que ce soit d'acheter de ce food truck, que ce soit d'aller acheter en magasin ou d'acheter en ligne. Ça concerne tout le monde. Et ce qui ressort ici, c'est qu'on a beau travailler vraiment tout ce qu'on fait en termes de promotion, avoir un super beau flyer, un beau site internet, tout un ensemble de super outils qui donnent envie d'essayer vos produits. Puis de l'autre côté, de travailler à avoir des super produits, des super services qui rendent les gens heureux. Ben, en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'entre ces deux moments, eh ben, il y a quelque chose qu'on ne va pas maîtriser. Parce qu'en fait, on va pouvoir dire venez manger la meilleure pizza ou le meilleur burger dans notre food truck. Clairement, lorsque la personne la mange, elle considère que c'est vraiment un des meilleurs burgers qu'elle a mangé, donc vous avez gagné. Et pourtant, au milieu, entre le moment où elle a entendu parler et le moment où elle va agir, il y a de fortes chances qu'elle passe sur Google. Et c'est là que Google se targue, et je pense à raison, hein, d'avoir finalement un pouvoir énorme sur tout le monde, sur toutes les marques. C'est que finalement, ça devient le premier contact avec votre marque. Et surtout, les personnes, ce qu'elles vont regarder sur Google, c'est pas ce que vous allez dire vous, c'est pas le message corporate, le message avec. Ça va être vraiment ce qu'elles vont chercher, c'est les avis. Et oui, c'est ça qui les intéresse. Savoir ce que les autres disent, ce qu'ils en pensent. Bon, faites attention aussi que votre nom va être lié à celui de l'entreprise. Et que résultat, bien sûr, on va chercher l'entreprise, d'accord? On va chercher tel coiffeur, enfin tel nom, le nom de votre marque. Mais attention, en particulier quand on est des micro-entrepreneurs, on va se retrouver dans des situations où clairement les gens vont nous chercher aussi par rapport à notre nom. Et ce nom, il va avoir un impact. On verra un peu plus tard. Ok? Tout le monde m'entend bien?
crois que d'autres personnes nous ont rejoints. Bon, super. Vous me dites en tout cas s'il y a un souci. Donc, on va voir qu'il y a finalement 3 étapes clés. La première, c'est que on sait que c'est important, donc il va falloir savoir ce qui se dit de nous. Une fois qu'on sait, deux façons, on va réagir en particulier négatif, mais on va voir qu'on peut réagir aussi positif, hein, pas fermé. Et puis, on va voir qu'on peut aussi être plus proactif et avoir une démarche pour construire une vraie réputation. Alors, parlons un petit peu de ce qui est de savoir. Voilà, la petite question que j'ai à vous poser, c'est de savoir combien d'entre vous avez déjà essayé de vous chercher dans Google. Cherchez votre nom de marque. Je vous laisse répondre, on va voir. Christelle, dis-moi. Parvine souvent, ok. Alors, ceux qui ont cherché, vous avez trouvé des choses intéressantes? Clairement, des choses intéressantes. Des choses qu'on aurait voulu retrouver, presque rien, hein, super. Donc là, vraiment faire attention. Euh, on va être étonné parfois de voir des choses remonter qui, clairement, ne nous semblaient pas importantes, ou des choses où même on ne savait pas qu'elles étaient mentionnées ou qu'on allait se retrouver. On est à peu près à 50%? Ok. Beaucoup d'homonymes, oui, ça peut clairement être un souci. Alors, quelques outils pour vous aider sur cette partie-là, pour vraiment être en veille. Et laissez pas rien de grave, Jérôme, de la chance. Alors, euh, bien sûr, on peut taper son nom, hein, donc ça, c'est quelque chose qu'on vous recommande de faire régulièrement, parce que ça va vous donner vraiment une vision à un moment donné, qu'est-ce qui ressort. Donc, c'est ce que les gens vont faire, ils vont vous chercher dans Google, et donc je vais pouvoir voir ce qu'eux voient. Mais sachez qu'il y a aussi un moyen de mettre en place des alertes, et donc de recevoir l'information en push, donc directement chez vous, dès qu'il y a un nouveau contenu qui est répertorié par Google. Alors, ça s'appelle Google Alert. Ici, je vous montre un petit peu comment ça fonctionne. En fait, dans Google Alert, on va entrer donc son nom de marque, et on va pouvoir paramétrer ensuite la fréquence à laquelle on peut le recevoir. Donc là, clairement, cela dit, il risque d'avoir beaucoup de choses, donc on va peut-être dire je reçois une fois par semaine. Ensuite, on peut se dire, par exemple, sur son propre nom, je veux le voir dès que ça apparaît. D'accord? Donc je peux organiser ça. Je peux aussi choisir d'affiner la langue, la région, que ce soit uniquement sur la France, voilà, ou plutôt à l'international si vous travaillez à l'international, voilà. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Une fois que je crée l'alerte, dès que Google a répertorié un nouveau contenu, donc on sait que les petits robots de Google passent sur tous les contenus du web en permanence et qu'ils les répertorient, je reçois un email où je vais pouvoir avoir le lien directement, l'accès vers ce contenu. Résultat, si demain devait apparaître un affreux avis négatif sur moi, sur une discussion dans Dictissimo ou dans Xiao, voilà, et clairement, via ces alertes, en les ayant mis en place, je serai informée en temps réel que, oula, il vient de se passer quelque chose. Alors là, ce que je peux vous proposer, c'est d'aller regarder de votre côté sur Google Alert et d'aller créer des alertes. Certains d'entre vous l'utilisez déjà, les Google Alert? D'accord. Oui, c'est vrai, Jérôme, que c'est un super outil de veille aussi, hein, donc on peut clairement le mettre sur les noms de ses concurrents, aussi sur une thématique en particulier pour avoir plein d'infos. Ah, pour l'ADI notamment. Ok. Alors, le fait d'utiliser Quant, c'est une bonne question, Emmanuel. En fait, ça va être pour votre usage. Clairement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, en France, Google, c'est 95% des recherches. Et donc, a priori, les personnes qui vous cherchent, elles vont vous chercher dans Google. Donc, clairement, ça vaut le coup de savoir, d'avoir une vision pour les réputations, hein,
de ce qui se passe dans Google. En revanche, en termes d'utilisation personnelle, clairement, je ne peux que recommander Quant. Oui, alors Jérôme, bonne remarque pour les guillemets. Clairement, dans Google, c'est un système donc ils appellent ça des termes booléens. Et c'est vrai que si je cherche Marie-Alice Boyer juste ensemble, ça va me donner tous les résultats où on trouve Marie-Alice et où on trouve Boyer, ce qui peut être plus ou moins intéressant. Voilà. Surtout qu'il y a une Marie-Alice dans Desperate Housewives ou un truc comme ça qui ressort tout le temps. Voilà. Ce qui est mieux, c'est de les mettre entre guillemets. À ce moment-là, on a l'expression exacte. OK? Donc, voilà un petit peu pour Google Alert, qui est un super outil. Alors maintenant qu'on sait, on va passer à l'étape d'après, hein, qui est, OK, bon, oui, beaucoup d'homonymes, c'est clairement un souci. Alors là, ce qu'on peut voir, hein, c'est soit de le mettre entre guillemets, soit aussi de rajouter avec un plus, par exemple, Emmanuel Blanchard, plus Adi, par exemple, ou de voir. Mais c'est vrai que l'histoire des homonymes, ça va toujours être une histoire. OK? Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour la gérer? C'est-à-dire que maintenant qu'on connaît, qu'on sait qu'il y a une réputation, qu'elle est importante et qu'on a une meilleure vision de ce qui ressort sur nous, sur notre marque, la question c'est, je fais quoi maintenant? Alors, première chose à faire, à réagir. Alors, comment on peut réagir, en particulier les contenus négatifs? Alors, là, il faut le savoir, la première chose à faire, c'est jamais quelque chose de très agréable, c'est on a tous, hein, même quand on est parfait, on a tous des choses qu'on peut nous reprocher, à tort ou à raison, mais en tout cas, il est important de les anticiper. C'est important parce que ça va vous permettre voilà, d'être préparé à ce qui va arriver. C'est-à-dire que clairement, on peut vous reprocher des choses, c'est normal, et de penser. Alors ça peut être occasionnel, hein, je reprends mon burger, hein, le food truck, ce jour-là, j'ai pas pu venir à l'endroit où j'étais prévu d'aller. Voilà, je le sais, j'ai eu un souci, et clairement, donc j'anticipe et je me dis bon, on va me reprocher ça, je le prépare et je prépare une réponse. Ok? Une fois que j'ai bien anticipé tout cela, la règle, ça va être de se dire déjà qu'on répond vite, voire très vite. On devient de moins en moins patient, hein, on attend tout de suite. Et globalement, lorsque je fais la démarche active d'aller me plaindre en ligne, j'attends une réponse et je l'attends tout de suite. Et souvent, je suis énervée. Et quand je suis énervée, si je n'ai pas la réponse tout de suite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller réécrire la question, m'énerver encore plus. Ça va être l'escalade de la violence. Donc, c'est très important d'avoir bien mis en place les outils pour bien identifier que, oula, il y a un avis négatif qui arrive et je vais y répondre tout de suite. Je ne laisse pas attendre parce que ça peut partir très très vite, encore plus quand on est sur les médias sociaux parce qu'il y a cet effet viral, buzz, ça peut prendre des proportions terribles. D'accord? Donc, on réagit vite. Quand on dit vite, hein, c'est pas une journée, hein, c'est pas une journée, c'est vraiment une affaire de quelques heures. Hein, vraiment. Donc, évidemment, la nuit, le week-end, c'est plus compliqué, mais il faut répondre rapidement. Et puis, en termes de réponse, on est dans un nouveau monde finalement, et un nouveau monde qui est peut-être un bon monde aussi, parce que on revient un peu plus à l'humain. C'est-à-dire que le consommateur, aujourd'hui, il demande plus, mais il est prêt aussi à comprendre plus ce qui se passe à l'intérieur. L'exemple que j'aime bien, c'est Decathlon, mais donc c'est clairement une autre échelle que la micro-entreprise, mais c'est intéressant. Arrive un commentaire, un avis vraiment négatif, la personne est très énervée. Elle arrive en disant, voilà, je devrais vous faire un procès. Ma fille a failli mourir d'une pneumonie à cause de vous, c'est vraiment grave. Avec votre combinaison de ski en plastique chinois, elle a sué et elle a attrapé froid. Bon, alors, c'est légitime, c'est grave, donc comment réagir? Là, et c'est ce qu'a fait Decathlon, la bonne réaction, c'est de répondre poliment en expliquant les choses. Et ce qu'ils expliquent en plus a valeur de désarçonner un peu le message négatif. Ils répondent, écoutez, nous chez Decathlon, on a à cœur de proposer à tous de pouvoir exercer tous les différents sports, et cela avec toute une gamme de produits premier prix, dont cette combinaison de ski fait partie à 15,99 €, 14,99 €, 15 €. Clairement, à ce prix, il ne nous était pas possible de faire une combinaison en matériaux respirants.
Néanmoins, nous vous recommandons la prochaine fois la combinaison blablabla à 29,90. Clairement, vous voyez à quel point ça peut être constructif et aussi permettre de répondre de la bonne façon. Ça vous va? Bon, et puis l'élément qu'on oublie souvent, hein, c'est que les commentaires positifs, il y a quelqu'un là qui a fait l'effort, qui a pris la démarche de prendre son clavier, son téléphone, pour aller mettre un avis négatif. Alors là, je parle plutôt d'un avis ou vraiment du texte. Voilà. Pensez à les remercier. Faire trop. Souvent, on a une petite fonction like qui va vraiment permettre au moins de dire écoutez, merci d'avoir laissé ce commentaire positif. Alors, pour la petite histoire, dans vos propres espaces, ça va être différent qu'en dehors. Mais avant qu'on aborde ce sujet-là, je dois vous dire aussi que là, je viens de vous dire qu'il faut répondre et qu'il faut répondre vite. Mais en fait, parfois, il ne faut jamais pas répondre du tout. Oui. Parce qu'en fait, vous reconnaissez peut-être la petite image, c'est un troll. Un troll, c'est quelqu'un de déguisé. C'est quelqu'un qui avance masqué, qui n'est pas qui il est. Un concurrent, un fâcheux, un fâché, on ne sait jamais. Ces gens-là, on va les reconnaître tout simplement parce que leur commentaire n'est pas constructif. Ils sont là, ils sont énervés. Et clairement, en leur répondant, on ne va pas arriver à les calmer. On va juste leur donner l'occasion de s'énerver encore plus. Et là, ça ne peut apporter rien de bon que de répondre à ces commentaires-là. Alors la bonne nouvelle, c'est que souvent, quand on est micro-entreprise, les gens, on les connaît. Ouais, c'est un mème. Ouais, c'est aussi l'image du troll. Charles. Le mème peut être positif alors que le troll n'est que négatif. Voilà. Là, clairement, ce qu'il faut se dire, c'est que il n'y a pas de. Un petit style se promener. C'est difficile à évaluer pour les grands groupes. Ils ont beaucoup de mal à évaluer ce qui est de l'ordre du légitime et ce qui n'est pas du légitime. Quand on a un groupe comme Total, pas facile de savoir ce qui est vraiment quelqu'un à qui je dois répondre, mais quelqu'un à qui je ne peux pas répondre. Clairement, pour les micro-entreprises, ils ont la chance d'être au plus proche de leur clientèle et souvent, les gens qui commentent en positif, en négatif, ils voient qui ils sont dans la vraie vie. D'accord? Et résultat, le troll est plus facile à identifier. Okay. L'autre chose à savoir, c'est que, attention, quand on répond à un avis, on donne le message à Google que cette conversation est importante, qu'elle est active, et que résultat, Google va faire remonter cette info. Et là, c'est quelque chose quand même à prendre en compte. On parle de l'effet Streisand. Alors, Barbara Streisand, les plus anciens la connaîtront. C'était une chanteuse des années 70, chanteuse des années 70 américaine. Et elle, en fait, ce qui s'est passé, donc sa maison sur la côte californienne a été prise en photo par l'Institut national de géographie qui prenait une photo de l'ensemble de la côte. 10 000 photos, dont une photo de sa maison. Et elle, en faisant la démarche de leur demander d'enlever la photo et en faisant la démarche de répondre finalement voilà, elle a fait ressortir le fait que cette photo existait alors que sinon, ça se serait perdu dans les 900 millions de sites web. Donc globalement, pensez-y, surtout avec les alertes Google. Dites-vous que quand vous recevez une alerte et que vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur quelque chose, ce quelque chose vient juste d'être indexé par Google. Très souvent, il n'est pas dans la première page, il n'est pas dans les premiers résultats. Donc, ça veut dire aussi que pas forcer d'y répondre tout de suite. Et peut-être que ça vaut mieux, parfois ça vaut le coup de le laisser peut-être dormir, rester sous la couverture, il n'a peut-être pas besoin d'être remonté. Alors là, j'ai une histoire rigolote. J'avais un client qui avait un vrai problème de réputation, avec une conversation sur Doctissimo qui s'appelle nom de sa marque égale arnaque. C'est pas top. Et lui, il nous demande est-ce que vous pouvez enlever cette conversation, etc. Bon. On dit non, on ne peut pas l'enlever, mais on va trouver des solutions. Donc, on est en train de faire des choses, je vous raconterai ensuite, plus dans la partie 3 à construire. Et globalement, là, voilà, il attend, il prend patience, ou plutôt pas, puisque un matin, alors qu'on avait fait des efforts surhumains, on avait réussi à faire descendre cette conversation petit à petit dans Google. Globalement, on arrive en cherchant le nom, on refait tous les matins la recherche et on voit que ça arrive en deuxième résultat.
Qu'est-ce qui a fait remonter cette conversation? Bah, le DG, tout simplement, qui à un moment donné en a eu marre et a dit: «Ah là là, vraiment, bon, bah, il faut que je fasse tout moi-même», et qui est allé sur Doctissimo dire: «Je suis le DG de la boîte, ce qui est raconté ici est honteux, c'est diffamatoire, ce sont des concurrents, nous sommes une société super, ta ta ta». Et là, évidemment, bah, ça a fait remonter la conversation, ça a réanimé les trolls et autres énervés du forum, et tout est devenu démesurément grand. Ok? Ça vous va? Donc, à ne pas faire. Donc, on y pense, on est réactif, on sait ce qui se passe, on se dit qu'il faut répondre à tout, mais on garde quand même dans sa tête que, attention, je dois me poser la question sur certains, est-ce que ça vaut le coup si c'est pas constructif, si ça peut rester tout au fond, caché, et si je vais devoir le faire remonter. Ok? Alors, dans vos propres espaces, je vous dis que c'est un peu différent. En particulier sur Facebook, vous avez la possibilité de masquer un commentaire. Donc là, j'avais pas d'exemple de commentaire négatif sur cette page, mais je suis partie du principe que vous êtes où Angélique Gomise, ce qu'elle a publié, c'est négatif. Et là, en fait, directement sur cette page dont je suis administrateur, je peux aller masquer le commentaire. Alors pourquoi on dit masquer et pas supprimer? Quelqu'un a une idée? Ouais. Alors, il ne reste pas dans les archives de Google, on est sur Facebook, mais il reste clairement dans les archives de Facebook, il n'y a pas de doute, Emmanuel. Merci Jérôme, exactement. La personne qui l'a écrit continue à le voir. Et résultat, celui qui est énervé, il peut continuer à se dire: ah là là, je me suis bien énervé contre eux. Et les autres ne le verront pas. Oui, tu as raison. Voilà. Donc, ce qui est vraiment intéressant avec ça, c'est que je peux faire une action sans en plus que la personne qui s'est énervée. Donc là, c'est vraiment quelque chose qu'on doit utiliser uniquement dans le cas des trolls, hein, des gens qui sont vraiment là juste dans une démarche non constructive. Si vous avez quelqu'un qui a une vraie question, qui a un vrai avis négatif et que vous masquez, bah, qu'est-ce qui va se passer? Il va reposer la question, il va s'énerver, il va réécrire jusqu'à ce que vous lui répondiez. Oui, alors Christian, bonne remarque. C'est pas une question de le supprimer. Donc clairement, la personne qui l'a écrit peut le supprimer elle-même, d'accord? Mais là, en tant que gestionnaire de la page, ce que je peux faire, c'est le masquer. Ça veut dire que les autres personnes ne le verront plus. Sur la page, ça ne sera plus visible. En revanche, la personne qui l'a écrit, elle, continue à le voir comme s'il était publié, en fait. Et elle peut choisir ou non de modifier, de supprimer. Ça va, Christian? Ok. Alors, ça, c'est dans vos propres espaces. Sur votre site, par exemple, si vous avez, ou sur un blog où vous autoriseriez les gens à laisser des commentaires, etc. Là encore, vous pouvez, dans les mentions légales, mentionner que vous vous autorisez, donner le droit de supprimer, etc., etc. Et vous pouvez, bien sûr, avoir une action de modération, c'est-à-dire supprimer des commentaires qui seraient injurieux, diffamatoires, etc., etc. OK? En revanche, qu'est-ce qui se passe quand ces avis sont ailleurs? Sont sur des espaces qui ne sont pas gérés par vous. Là, sachez que là, vous avez le droit avec vous, d'accord? Que finalement, vous êtes protégé en tant qu'internaute par la loi informatique et liberté. D'accord? Donc, à tout moment, vous pouvez faire une demande pour supprimer des informations personnelles, insultantes, diffamatoires. D'accord? La bonne pratique, c'est de commencer par le faire par voie amiable. Euh, D'accord? Et ça, en passant par la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, qui va vous soutenir dans ces démarches. Et puis, évidemment, vous pouvez ensuite porter plainte. Attention ici hein, à l'effet Streisand dont je vous parlais. Hein. Attention qu'à partir du moment où vous lancez ce genre de procédure, ça peut être aussi un moment qui va faire ressortir ce contenu encore plus hein, et lui donner plus de visibilité encore. Donc, prenez vos précautions par rapport à ça. OK? Donc, sachez que vous avez aussi un droit à l'oubli. D'accord? Donc, vous pouvez vous opposer à ce que vos données personnelles soient collectées, traitées, transmises. Donc là, tout simplement, quand vous remplissez des formulaires, vous voyez
la case à cocher, j'autorise à m'envoyer des communications, les partenaires, d'accord? Vous voyez cette mention opt-in, on appelle ça. On va le voir aussi pour tout ce qui est cookies, hein, sur les sites. Est-ce que j'accepte des cookies, etc. Avec la limite que certains sites rendent la navigation, enfin, rendent l'accès à leur site presque impossible si on refusait cela. Mais ils ne sont pas dans leur droit. Vous êtes dans le droit. Vous avez le droit de ne pas accepter. Okay. Deuxième aspect, vous pouvez demander, modifier, que ce soit complété, que ce soit effacé. Enfin, vous avez un droit d'accès à ces données. La troisième chose, c'est quelque chose que Google a mis en place suite à une affaire française, en fait. C'était une femme qui travaillait pour l'ARC. Alors, vous rappelez peut-être, c'était il y a longtemps, hein, mais l'ARC, c'est une fondation pour l'association pour la recherche sur le cancer. Et il y avait une affaire un peu affreuse parce que donc, ils collectaient des fonds pour cette cause et il y avait des gros détournements de fonds au sein de l'ARC. Donc, une histoire vraiment un peu sordide. Hein, voilà. Là, ce qui se passe, c'est qu'une femme qui avait travaillé à l'ARC prend la parole pour dire que 10 ans plus tard, à cause de Google et à cause des résultats qui ressortent dans Google, sa vie est gâchée par cette histoire de l'ARC. Elle n'a pas été inculpée, elle a été blanchie, mais elle avait été mise en examen comme toute l'équipe de l'ARC, mais il s'est avéré qu'elle n'avait rien à voir avec cette histoire de détournement. Cependant, quand on l'a cherché dans Google, les premiers résultats étaient autour de ce scandale. Et résultat, impossible de retrouver un emploi, etc. Donc là, ce que Google a mis en place, c'est un droit à l'oubli. Ce droit à l'oubli, c'est le droit de demander à ce que des contenus soient déréférencés. Donc, ils ne disparaissent pas, ils ne sont pas supprimés, mais c'est juste que Google ne l'est plus remonté dans les résultats de son moteur de recherche. Bon. Donc, ce droit à l'oubli existe. Hein. Sachez juste qu'il y a une requête sur 4 à peu près qui est acceptée par Google. Donc, ce n'est pas systématique, mais vous pouvez y avoir recours. Je vous renvoie vers l'excellent site de la CNIL où vous trouverez vraiment tous ces détails par rapport à ça. Eric, tu vas m'écrire. Comment on demande? Alors là, ce qu'il faut faire, c'est passer par la CNIL. Vous aurez plus d'informations justement sur cette partie droit à l'oubli. Ça vous va, Eric? Mais attention, hein, une demande sur 4. Ok. Bon, donc on a vu, je sais, et ensuite je réagis. Je réagis rapidement, je réponds, sauf dans certains cas, d'accord? Je peux, quand ce sont dans mes espaces, gérer ce qui est vu, pas vu, supprimer, masquer. Quand c'est dans d'autres espaces, ben, je peux avoir un recours légal, soit à l'amiable, soit procédurier, mais qui peut, voilà, qui n'est pas forcément peut ou pas marcher. Donc finalement, ce qui va être finalement la bonne pratique, c'est de se dire que la meilleure défense, c'est l'attaque. Et donc, si on veut minimiser l'impact de ces avis négatifs, ben, on va travailler plutôt sur le positif et essayer de se construire une réputation en béton et faire en sorte que l'avis négatif ne soit résultat qu'une petite chiquenaude et pas un raz-de-marée qui nous dévaste. Alors, comment on construit son réputation? Première chose, on fait attention. On fait attention sur tout ce qui est perso, hein, d'accord? Donc, on peut avoir des vies personnelles très riches, faire plein de choses très sympas, mais avoir des points de vue, s'engager, des opinions, etc., etc. Néanmoins, faire très attention que ça peut venir en préjudice de votre activité professionnelle. Quand vous postez quelque chose, quand vous mettez quelque chose en ligne, pensez que si c'est en votre vrai nom, ben, est-ce que vous avez vraiment envie que des investisseurs potentiels, que des partenaires, que des fournisseurs, que des clients le voient? Voilà, exactement. Et bien, si Charles, pensez dans ces moments-là à utiliser un pseudo, d'accord? Et à faire très attention. L'avantage avec Google, avec les alertes, c'est de bien vérifier, hein, et ça vous permettra aussi de voir tout ce qui peut remonter sur vous dans cette sphère-là et qui peut venir, qui peut être préjudiciable. Ok. Deuxième chose, bah, on encourage le positif. Vous avez des clients contents, qui vous témoignent, qui vous envoient des témoignages positifs, vous les mettez en avant, d'accord, sur votre site, sur les réseaux sociaux, vous les encouragez à laisser des avis positifs, hein, donc j'espère que vous avez des clients contents, et ben, donc si vous avez des clients contents, a priori, vous pouvez les encourager pour ça. Là, on voit bien, l'exemple est intéressant, si vous regardez le graphe, on voit qu'il y a bien 14 personnes qui ont eu une étoile, donc il y a 14 personnes qui râlent.
Voilà, sauf que comme il y a 285 personnes qui ont dit 5 étoiles, bah finalement, on arrive à une note de 4,6 qui est plus sûrement dans la réalité que si on avait laissé uniquement les personnes fâchées s'exprimer, et là, on aurait eu une note très négative qui n'était pas forcément en rapport avec la réalité. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, le nombre va permettre d'être plus proche de la réalité. Évidemment, si les gens sont mécontents de vos produits, ben, ça saura. Voilà. OK? Ensuite, il faut se dire que ce qui ressort dans Google et ce que les gens vont regarder, c'est pas une ligne, d'accord? C'est les premiers résultats. Alors, on dit qu'ils regardent les 5 premiers résultats. 80% des gens n'iront pas plus loin. Mais globalement, ce qui va être important, c'est l'ensemble de ces résultats. Et dans l'ensemble de ces résultats, bah, votre site, il fait une ligne. Ici, c'est une ligne. En revanche, il y a plein d'autres contenus qui vont ressortir. Et tous ces contenus peuvent permettre d'apporter une image hyper positive. Là, typiquement, si on regarde ce petit bar La Popina, qui n'embarquera pas par ailleurs, ben, on voit, j'arrive sur cette page, je me dis, oh là là, dis donc, 4,5 sur TripAdvisor, 4,7 sur PrivaTeaser, 4... allez donc, ça a l'air d'être quelque chose de bien. Donc, l'e-réputation, une des clés, ça va être de remplir l'espace en haut de Google, qui est l'espace important, de positif. D'accord? De faire en sorte que ce qui ressorte là, ce soit un maximum de positif, d'accord? Donc, avec un maximum d'espace. Et résultat, la conversation négative, ben, elle a de fortes chances de ne pas arriver plus haut que le 6, 7, 8, 9e résultat dans Google et résultat de ne pas être très visible. OK? Donc, là, qu'est-ce que je vais avoir comme stratégie? Ici, vous avez sur le côté à droite quelque chose qui est quand même assez sympathique, qui va être très visible et qui va vraiment permettre de mettre en avant les aspects positifs, images, lieux, avis positifs sur quelque chose. Ça va être d'autant plus vrai sur mobile, où ça prend carrément la première partie de l'espace. Ça, c'est une fiche Google My Business. On va voir qu'on va pouvoir le faire, que c'est gratuit et que c'est un très bon outil pour pouvoir construire une réputation. Ensuite, si on va plus loin, ben, on a vu ici, avant même qui arrive en première position, avant la Popina, avant le site même de la Popina, on va retrouver des sites comme TripAdvisor, des sites d'avis consommateurs, qui peuvent clairement avoir beaucoup de points. Ici au-dessus, PrivaTeaser, tout le monde sait pourquoi ils apparaissent au-dessus encore? Il y a un tout petit truc là que vous allez voir. Exactement. Vous voyez le petit truc annonce? Ben oui, c'est de la pub. OK. Alors, les fiches Google My Business. Donc, vous avez vu ce qui apparaît sur le côté et en première partie. C'est gratuit et c'est très facile à créer depuis l'URL que vous avez là. Vous cherchez Google My Business. D'accord? Qu'est-ce que ça va faire? Ça va vous permettre de créer un espace qui va être visible dans les résultats Google, mais aussi dans les résultats de Maps, de Google Maps et de Waze. OK? Sachez que là-dessus, les avis vont être très visibles et pour le coup, on ne peut pas les masquer. Donc, il faudra y répondre, il faut bien savoir ce qui se passe. Ça vous va? Si votre lieu existe déjà, parce que ça peut arriver, que des gens aient créé, ils sont venus créer le lieu, par exemple, dans Maps. Là, ce que vous pouvez faire, c'est dire que vous êtes le propriétaire. Il y a une fonction, je suis propriétaire. Alors, ça vous va? Vous avez déjà utilisé Google My Business? Non? Ok. Vraiment, c'est un outil très puissant et évidemment, il n'y a rien de tel qu'une fiche Google pour être bien référencée dans Google. Ensuite, il y a tout ce qui est les sites consommateurs et ils sont très puissants. Hein. On a vu de l'importance des avis pour les gens. Quand ils cherchent sur Internet, ils cherchent des avis. D'accord? 88% des internautes s'informent sur les avis en ligne avant d'acheter. C'est pas étonnant, hein, c'est bouche à oreille, sauf qu'il est disponible. Et tous ces sites, on a vu, sont très visibles dans Google. Vous vous rappelez TripAdvisor qui arrivait à monter même avant le site internet de ce bar. Okay? Donc là, ce qui va être important, c'est vraiment, de soigner vos clients. Globalement, si vous avez des clients mécontents, ça va être très difficile de vous construire une réputation en béton. Donc, soignez vos clients. Et puis, essayez d'être présent dans ces différents espaces et d'encourager le positif. Alors,
l'ADI a développé une fiche spécifiquement sur ces plateformes d'avis consommateurs où vous allez pouvoir avoir le détail par espace, par plateforme, de savoir un peu plus combien d'utilisateurs actifs par mois et puis comprendre un petit peu gratuit, payant, qu'est-ce qu'on peut y faire et ne pas y faire. D'accord? Je vous renverrai vers ça pour les clients. OK? Deuxième type de site qui peut être très intéressant, c'est tout ce qui est marketplace. Marketplace, c'est clairement tout ce qui peut être des plateformes de vente qui permettent de faire des transactions directement avec les clients. Donc là, vous en avez quelques-uns qui sont cités ici. Hein, ce sont des plateformes où, évidemment, elles vont être très bien référencées dans Google. Elles ont souvent beaucoup de volume, beaucoup d'activité. Et puis, elles vont intégrer des avis. Donc, clairement, à ce titre, c'est des bons outils au service de la construction de votre application. Là encore, l'ADI a développé une fiche spécifiquement. Donc là, ce qui est intéressant, c'est vraiment de regarder aussi pour la partie vente, que par exemple sur Price Minister, quand vous vendez un objet à 20 €, vous toucherez 15,20 €, d'accord? Alors que si vous le mettiez sur eBay, vous toucheriez plutôt 18 €. En revanche, sur eBay, vous allez devoir payer pour mettre en vente un produit ou pour créer une boutique. Donc, ça vous permet de faire des choix. Et puis, il y a des plateformes qui sont plus ou moins spécialisées, comme Africrea, sur certains domaines. Oui, l'annuaire d'Adi, pas d'avis. Oui. Bonne remarque de Roland. OK? Là, sur ces sites, juste penser que ce qui va être très important, c'est les photos, les descriptions, les titres, d'accord? C'est aussi autant de mots-clés pour Google. Et puis, on est en train de parler réputation, comment vous parlez de vous, d'accord? Le fait que vous mettiez en avant tous vos espaces, dont votre propre site, que vous fassiez vivre la boutique et que vous montriez à quel point vous êtes une personne de confiance. Il y a aussi des plateformes de petites annonces gratuites, d'accord? Là, clairement, il y en a beaucoup, c'est gratuit, il y a plein de choses à faire, mais attention hein, au type de produits qui sont vendus là-dessus. Souvent, c'est du pas cher, de l'occasion, etc. Et il faut voir si c'est forcément là où vous voulez être. Alors, justement, on va parler de Facebook. Alors, oui, il y a la marketplace de Facebook pour Jérôme, bonne remarque. Oui, sur Facebook, maintenant, il y a une partie marketplace. Alors là, on n'en parle pas, c'est pas notre sujet dans ce sujet aujourd'hui, e-réputation, mais clairement, ça fait partie des plateformes de vente. Okay. Alors, l'autre chose, puisqu'on parle Facebook, c'est clairement Facebook, les réseaux sociaux qui peuvent être des outils très utiles pour votre réputation. Tout simplement, c'est très bien référencé dans Google. Là, vous le voyez pour ce site, les débrouilleurs. C'est le deuxième résultat. Ils ont payé le premier. Hein. OK. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Non seulement ça va ressortir, mais en plus, Google va faire ressortir les avis de Facebook directement dans Google. Okay. Alors, attention. Sur Facebook, la place pour une marque, c'est une page. Ce n'est pas un profil. D'accord? Comment on va savoir la différence? C'est que sur une page, on propose d'aimer la page, de m'abonner. Sur un profil, on va me proposer d'être un ami. Il faut comprendre la logique derrière ça. Facebook sont très fiers d'avoir 2 milliards d'utilisateurs actifs. Ça fait beaucoup, 2 milliards. Hein. C'est énorme. Mais globalement, quand ils disent ça, ils ne veulent pas qu'il y ait 1 milliard de personnes qui ont 2 comptes. Tout simplement. D'accord? Plus, le profil ne permet pas d'avoir d'avis, ne permet pas d'être visible tout public, a plein de limites qui ne permettent pas de faire tout ce qu'on voudrait par rapport à une marque. Donc, juste sachez que si jamais vous ou des personnes autour de vous vous rendiez compte que sur leur espace, c'était ajouté amis, donc ils sont a priori sur un profil et pas une page pour leur activité professionnelle, Facebook propose un lien pour transformer ce profil en page, parce que c'est des choses qui arrivent souvent. Je vous rassure tout de suite, si on a besoin d'avoir un profil personnel pour pouvoir créer une page, oui, on est dans Facebook, et dans Facebook, on est obligé d'avoir un profil pour pouvoir faire quoi que ce soit. Ce profil ne va pas du tout être visible sur votre page. D'accord? Donc, rassurez-vous, clairement, ce n'est pas parce que vous avez une page Facebook qui a été créée à partir de votre profil personnel que vos clients vont voir les photos de vos enfants, de cette super soirée, etc., etc. Roland, tu avais une question? J'attends juste les questions. C'est pour l'admin de la page. Exactement, c'est la personne qui crée la page. L'admin de la page, ça va être le profil personnel de la personne.
Et même en tant qu'admin, les personnes ne verront pas plus, ne verront pas la partie privée de son profil. Alors justement, je rentre dans le détail ici. Ici, vous êtes sur mon profil personnel. D'accord? Par défaut, sur un profil personnel, il y a des parties qui seront publiques et toujours publiques. Ici, en haut, la photo de profil, la photo de décor, enfin le header d'en-tête, le nom, et puis un certain nombre d'informations qu'on veut ou pas renseigner sur le fait qu'on soit marié, pas marié, etc. etc. D'accord? Ces informations seront publiques quoi qu'il arrive et seront visibles dans Google. Donc là, c'est important aussi de faire attention ici à ce que les photos, le nom, ce qui ressort là soient. En revanche, cet espace, cet élément ici, ce billet, il n'est visible que du réseau personnel de la personne. Alors Christian, pour répondre à ta question, donc créer une page, c'est gratuit. Créer une page, c'est complètement gratuit. En revanche, sur Facebook, il y a des solutions publicitaires qui, elles, sont payantes. Alors, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui sur la partie e-réputation. Il y aura une webconférence dédiée à Facebook bientôt. Mais clairement, créer une page, c'est complètement gratuit et une personne peut créer autant de pages qu'elle le souhaite. Elle peut en créer, j'en gère une vingtaine moi-même. D'accord? Donc, je reviens ici sur le profil. Ici, donc, il y a des parties qui sont publiques qui le seront tout le temps. Pensez à paramétrer votre profil parce que parfois, on ne paramètre pas bien et on va se retrouver à publier malgré soi des billets en mode public et résultat, avoir visible de tous, fournisseurs, investisseurs, les photos des soirées, les blagues, etc., qui sont réservées à votre propre réseau. Ici, vous avez dans le menu en haut une partie paramètres et dans la partie confidentialité, vous allez pouvoir régler un ensemble de choses. Juste sur Facebook, 2 points. Il faut savoir qu'une page Facebook, c'est un espace interactif avec aussi un énorme risque de buzz parce que les choses sont virales sur Facebook. Donc, n'importe qui peut écrire n'importe quoi, n'importe quoi. Donc, une page Facebook, c'est super pour une réputation, mais si vous créez une page Facebook pour votre entreprise, mettez en place des notifications pour pouvoir être informé en temps réel de ce qui se passe. Et si quelqu'un écrit sur votre page, le savoir tout de suite. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui va se passer dans les paramètres de la page. Et vous pouvez choisir de le recevoir par mail, par notification, par SMS, d'accord? Organisé. Et pensez bien sûr que là encore, ça va s'appliquer. Il va être important d'être particulièrement réactif, presque plus encore qu'ailleurs, parce qu'il y a ce risque qu'avec la viralité de Facebook, ça buzz dans le mauvais sens, ça bad buzz. D'accord? Et puis, bah, vous avez cette opportunité de pouvoir masquer les commentaires qui pourraient être gênants, qui ne sont pas constructifs, et de pouvoir liker les commentaires en positif. Dernière chose sur Facebook, c'est que c'est un univers très spécifique. Clairement, 1 milliard de personnes qui s'y connectent tous les jours. Et ces personnes, clairement, elles sont dans une autre démarche que sur Google, mais ce serait un trop vaste sujet à aborder maintenant. Néanmoins, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur Facebook, ce qui va être important, c'est les contenus. Donc, créer un espace Facebook, c'est bien. Et ce qui est important, c'est d'y publier des choses et de penser à des contenus qui soient positifs pour vous, qui ne soient pas seulement de la promotion, qui ne soient pas seulement la présentation de votre offre, mais des choses qui soient plus valorisantes et pour vous et pour eux, donc qui permettent d'apprendre des choses, de se sentir bien, d'aller plus loin. Donc là, pour Facebook, je vous mentionnais, donc il y aura une webconférence qui va être développée par l'ADI, mais vous avez aussi une petite vidéo de Jacques Adi et une fiche dans Adi Connect qui vous permettront de savoir un peu plus sur l'univers Facebook au-delà de la partie e-réputation. Alors, pour clore, 5 choses à retenir comme trucs et astuces pour gérer votre image en ligne. Je n'arrive pas à mettre le 5 au bon endroit. C'est bon? 1. Ben, votre réputation en ligne impacte vos ventes. Donc, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. En fait, c'est quelque chose qui est important et en négatif et en positif. Donc, clairement, ce n'est pas quelque chose qui est réservé uniquement au digital ou quoi que ce soit. Ça impacte tout le monde. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on fait? Première chose, on met en place des outils pour savoir ce qui se dit. Les Google Alerts. Troisième point, on est réactif, on réagit. On répond aux commentaires, on essaie de gérer, avec évidemment ce petit bémol sur certains commentaires auxquels on ne répondra pas. Mais ils sont peu nombreux. Et puis ensuite, on se construit.
une e-réputation en béton, on remplit de positifs le haut de Google pour limiter l'impact des avis négatifs. D'accord? Donc, on encourage le positif, on utilise Google My Business, les sites d'avis consommateurs, les marketplaces, Facebook, tous ces endroits qui vont être autant d'éléments que Google va référencer et dans lesquels on pourra avoir des contenus positifs. Et en dernier, sachez que vous avez des droits et que ces droits, vous avez un organisme, la CNIL, qui peut vous aider à les faire respecter. Donc, vous pouvez faire appel à eux et vous protéger. Voilà, on a fait le tour de cette question e-réputation. Mais si tout le monde fait pareil, les personnes qui recherchent vont contourner ces actions. C'est vrai, Emmanuel, tu as raison. Tu as tout à fait raison. Après, ce qu'on voit là, c'est que on va parler de l'e-réputation au niveau simple. C'est-à-dire que je fais de la publicité, par exemple, ou de la promotion. Je fais un flyer où je dis venez chez Kebab Malice, ce sont les meilleurs kebabs. Et de l'autre côté, je vends des super kebabs. Je veux éviter qu'au milieu, quand les gens arrivent sur Google, il y ait tout un tas de choses qui fassent qu'ils n'ont pas envie de venir chez moi. Donc, je suis plutôt dans cet aspect-là. Mais tu as raison qu'à titre humain, personnel, et d'ailleurs, c'est ce que font les RH, ils vont beaucoup plus loin. Tu as raison, donc Fontaine, je ne sais pas le prénom. Bien sûr, il y a Twitter, il y a Instagram. Alors, Instagram, en termes d'e-réputation, les contenus Instagram ne sont pas référencés par Google. En revanche, Twitter l'est. Il n'y a pas de doute. Claudine. Donc, clairement, Claudine, on a fait le choix de parler vraiment de quelques trucs et astuces très, très applicables. Bien sûr, Twitter, très bon outil pour les réputations. En revanche, en termes de contenu, en termes d'alimentation, pour avoir un compte Twitter qui donne une image positive, il faut qu'il soit actif. Et là, c'est quand même quelque chose d'assez lourd. En ce qui concerne Instagram, les contenus Instagram ne sont pas référencés dans Google, donc ne risquent pas d'avoir un impact sur votre e-réputation à ce niveau-là, même s'ils ont une e-réputation dans le cadre d'Instagram. Ça, c'est vrai. Tout à fait raison, Charles. Donc là, faire un faux profil. Donc sur Facebook, on peut demander, pareil avec la CNIL, on peut faire avoir des recours quand il y a usurpation d'identité. On peut complètement euh, faire cela, mais c'est une pratique malheureusement courante qui se passe aussi dans tout ce qui est cyberharcèlement, donc, où les gens font une usurpation d'identité et se permettent des choses au nom de la personne. C'est très grave. Là, pour le coup, la CNIL paye au grain et vous avez moyen de vous protéger. Bon. Vous avez d'autres questions? Merci. Merci Caroline. Merci René aussi. Didier aussi, Géraldine. Bon, merci à tous. Voilà, donc on a fait le tour de la question. Je crois que cette webconférence sera disponible en replay. Donc vous pourrez la re-regarder. Pensez donc au Google Alert, au Google My Business. Déjà, si vous mettez en place vos alertes, ça va être intéressant de savoir un petit peu ce qui remonte. Pensez à vous googler régulièrement. Merci beaucoup. Bonne journée à vous tous. Merci. Au revoir. Merci beaucoup.